Donc on avait commencé le TP la semaine dernière là, et on avait vu une partie de la chaîne de compilation. La chaîne de compilation, il y a combien d'étages? Vous vous souvenez? 4 étages, ok. Qui sont quoi? Pas pré-compilation, non. Il y a pré-traitement, donc qu'on appelle en anglais le pré-processor. Hop. En deuxième étage, on avait sinon on peut y aller autrement. C'est quoi le fichier en entrée du préprocesseur, du pré-traitement? C'est le point C. Ok. Derrière, ça génère quoi comme fichier? Un point I. Alors en réalité, on l'avait vu, c'est pas un vrai fichier. C'est juste que nous, on a créé un fichier à partir de ce qui était renvoyé dans la console. Ok. Le point I, il passe dans quel étage? Si ça peut vous aider, c'est quoi le fichier de sortie? Pas le point O, non. Point S. Donc c'est un fichier en langage d'assemblage. Et du coup, non, pas encore. C'est le compiler. Le compilateur qui est ici, ouais. Ok. On a le compiler. Et derrière, on a encore un étage qui est l'étage d'assemblage, ou l'assembleur si vous préférez. Et cet étage-là, il nous génère un point O. Et nous, on s'était arrêté là. Ok. Alors, avant d'aller plus loin, quand même, on va juste faire un petit rappel vite fait. Que font chacun de ces trucs-là? Le préprocesseur, il gère quoi? Pardon? Ouais, tout ce qui est hashtag. Voilà, si vous voulez un mot-clé, les dièse include, dièse define, dièse ifdef, dièse pragma, même si on n'en a pas vu, tout ça c'est géré par le préprocesseur. Et quand je dis géré par le préprocesseur, qu'est-ce qu'il fait le préprocesseur? Ouais, il fait les tests, mais avant de faire les tests, le dièse include, le dièse define, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Ouais. Alors ça, ouais, ça rentre en fait dans ce que je vais vous faire dire. Juste le dièse define avant, c'est quoi par exemple? Si je fais dièse define, ma constante, 10. Ça loue pas. Ça fait juste un chercher remplacer. Partout où il y a ma constante, il remplace ça par 10. Ok. Et au final, le dièse include, c'est pareil. Quand vous faites un dièse include stdio.h, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le contenu de stdio.h et paf, il vous le pose à la place du dièse include stdio.h. Ok. C'est pour ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le point I qu'on avait ici, on avait déjà les fonctions printf, scanf qui étaient déclarées. Ok. Ok. Le fichier C est un fichier, deux adjectifs, portable. Ok. Et ouais, compréhensible par l'humain. On a un adjectif pour ça, c'est texte. Ok. Si vous me mettez humainement lisible, c'est bon, hein, vous avez les points, vous inquiétez pas. Ok. Ensuite, on a le compiler ici. C'est quoi son boulot? Il a deux tâches à proprement parler. D'ailleurs, en fait, il a 3 sous-étages. Le dernier, on en parle parce que ce n'est pas une mission principale, c'est l'optimizer. Okay, donc optimiser. Mais les 2 premiers étages, et c'est vraiment les principaux du compiler, c'est quoi? On a le premier étage, il s'appelle parser. Il sert à faire quoi? Là, par contre, si vous me dites parser, je ne suis pas entièrement satisfait encore. C'est dire quoi, parser? Il parcourt. Et pourquoi il parcourt? C'est plus qu'un parcours, en fait. Parcours, il analyse. Pour faire quoi? Pas des tests? Est-ce que je peux t'emprunter les élèves 5 minutes, d'aller 10 minutes pour un... Donc si je reprends, du coup, on parlait du parseur. Le parseur, il sert à quoi? Il sert à parcourir, à analyser. Mais qu'est-ce qu'il analyse? C'est quoi le type de code qui se trouve avant? Et c'est quoi le type de code qui se trouve après? Là, le point S, c'est quoi? Le point C, point I, c'est quoi? Point C, point I, c'est quel langage?
du C. Donc déjà, pour passer au point S, il y aura un autre étage qui s'appelle traducteur. Ok, qui se trouve effectivement juste en dessous. Mais avant de traduire, on va vérifier que celui qui parle en premier, le langage C, il ne raconte pas de bêtises. Okay. Donc le parseur, il vient vérifier si vous parlez bien le C. Okay. C'est ça les deux étapes principales de la compilation. Vérifier qu'il n'y a pas d'erreur de langage C. Et s'il n'y a pas d'erreur de langage C, alors on peut traduire. Ouais. Du coup, il pourrait faire pré-process en sachant que c'est pas du C. Vas-y, refais ta question. Ça ne vérifie pas que c'est du C avant, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir l'étape de... Parce que, en fait, tout ce qui est dièse, c'est pas du C pur. C'est des directives préprocesseurs, donc qui sont faites pour aiguiller un petit peu, pour faciliter ta lecture du code, mais c'est pas des instructions pures. Tout ce qui commence par un dièse, en fait, derrière, vous n'avez aucune instruction assembleur qui est associée à ça. C'est uniquement du chercher remplacer, tu vois. La valeur 10, par exemple, quand je parlais de dièse define ma constante 10, c'est une information. C'est pas une instruction. Quand je fais un dièse include stdio.h, je sais qu'il me faudra printf, je sais comment il fonctionne, mais derrière, j'ai pas le code de la fonction printf. Donc, j'ai pas d'instruction associée. Donc, c'est pour ça que le préprocesseur, il fait pas vraiment d'analyse. Éventuellement, il va vous en répéter si vous faites un dièse include au lieu de include. Mais sinon, voilà. Ouais. Du coup, c'est à ce moment-là qu'on nous dit si notre code est bon ou pas. À 90% du temps, ouais. Voilà. Une autre partie du temps, où ça va être le quatrième étage de la chaîne de compilation qu'on va voir aujourd'hui, qui lui, par contre, c'est quand tu as plusieurs fichiers hauts et que tu as des dépendances entre des appels de fonction des données. Là, c'est là où tu peux avoir l'autre partie où tu te fais engueuler. Voilà, si tu as mal géré cette liaison de données. Mais sinon, jusqu'à présent, la plupart du temps, à part le TP9 en C++, en C, pardon, l'an dernier, vous vous êtes fait engueuler uniquement par le parseur. Et quasiment, je suis même sûr à 99% que lui. Ok. Donc du coup, on a généré un fichier S qui se trouve avec deux adjectifs. Non portable, donc du coup, spécifique. Ok. Et il n'est pas binaire. S'il n'est pas binaire, c'est pas compréhensible par la machine, c'est compréhensible par l'humain. Non. Tu as encore un langage d'assemblage. Tu as move R0, R1, tu peux le comprendre. Et donc c'est un fichier texte. Ok, texte et spécifique. Et ensuite on passe par l'étage d'assemblage, ou l'assembleur, qui génère un fichier .o. C'est quoi son boulot à lui? Non, pas vraiment. En fait, intégrer les points H, c'est géré par le processeur. L'assembleur, lui, pareil, il fait vraiment une traduction, mais une traduction littérale, mot à mot. Vous avez une instruction assembleur, il vous sortira une instruction binaire. Ok. Et une instruction binaire donnera toujours la même traduction d'assembleur. C'est vraiment du littéral, du mot à mot. Ok. Et ce qui fait que le fichier .o, lui, c'est un fichier de adjectifs spécifiques, ok, toujours pour un processeur particulier, bien précis, et pas texte, donc binaire. Ok. Et là, on utilise différents outils pour le lire. Ok. Petite explication. Toc, ce qu'on avait ici, on a fait dans le répertoire source, on a notre hello.c qui est ici. Ok. On avait passé à travers l'étage de l'étage préprocesseur et on a généré le hello.i. Il est là? Ah non, il n'est pas là. J'ai refait mon archive, mince. On avait généré le hello.i, après on a généré le hello.s et on a généré le hello.o. Je vais juste voir si je les ai quand même. ls bin. Ok, j'ai pas préparé mon TP. C'est propre. Ah, c'est normal, je suis pas sur le bon. Excusez-moi. Toc.
Toc. Donc on avait fait le source. J'arrive. On avait affiché le source hello. Ok. On avait généré le fichier hello.i. Donc là, on retrouve la partie de notre point C, mais sans les directives préprocesseurs qui sont ici. Et l'équivalent du dièse include stdio.h s'est retrouvé remplacé par tout ce qui est là. Ok. Donc notamment le... Il est où le printf. Bon, il est là-dedans. Ok. Ensuite, donc après le point i, on continue. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le fichier build misc hello.s, qui est notre fichier en langage d'assemblage, donc qu'on retrouve ici, avec le label de la fonction main et les instructions de la fonction main. Okay. On avait déjà repéré que le return 0, c'était l'instruction return, et le move L0 dans EAX. Ça, on en reparlera plus tard. Et puis à la fin, on avait le fichier build obj hello.o, que si j'essaie d'afficher avec 4, ça marche pas. Donc on avait utilisé autre chose à la place, objdump-s avec toujours le même fichier hello.o. Hop, c'est parce que ouais, je me suis foiré ici. Obj hello.o, et on le retrouve ici avec dans le fichier il y a ça, ça, ça et pas grand chose d'autre. Ok, on l'avait aussi affiché avec ça, bon, build obj hello.o. Et voilà, on avait affiché, on avait remarqué, je ne sais plus où ça s'arrête, mais qu'on avait le header qui devait s'arrêter à peu près par là. Ici, les instructions repérées juste au-dessus, on doit avoir le 55, 89, B8, 00, tout ça. Donc tout est stocké là. Et ça, vous avez les instructions qui correspondent, hop, je m'arrête au C35D, toc, qui correspondent à tout ça. Ok. Et là, du coup, aujourd'hui, dernier étage, quel est-il ? Dernier étage de la chaîne de compilation, le linker, ou en bon français, l'éditeur de liens, qui existe en un seul exemplaire, alors que pour tous les autres fichiers, on se retrouve avec autant de passages dans le prepros compiler et assembler qu'il y a de fichiers C à l'origine. Okay. Un fichier C égale un fichier O, plein de fichiers C égale un seul exécutable à la fin, qui est ici. Et ce fichier exécutable est un fichier des adjectifs, toujours spécifique, et au format binaire. Ok. Ça vous va? Très bien. A few moments later. Donc là, on vient de passer par le linker, avec notre fichier crt0.o, notre fichier hello.o. Pour rappel, crt0.o, c'est notre fichier d'amorçage minimal qu'on a fait. Et on a imposé un linker script. Le linker script, c'est celui du sujet, du coup. Il est construit de sorte à nous générer un fichier avec 4 sections. Okay. Les sections, elles existent parce qu'il y a du contenu dans ces sections-là. Vous n'allez pas avoir des sections avec 0 en contenu. Bref, quelles sont les 4 sections qu'on voit ici? La section .text. Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du code. Ok. Ce code est-il modifiable? C'est en read-only, donc le code n'est pas modifiable. Ok. On a d'autres sections. La section raw data, elle contient quoi? Des data, des données, et elle est en quel mode d'accès? Read-only. On a la section data. Elle contient des data, des données. Et est-ce qu'elle est en read-only? Non, c'est la différence entre data et raw data. Donc raw data, c'est read-only data. Ok. Et puis il y a BSS qui est ici. Alors on n'a pas plus d'informations que ça sur BSS. Tant pis, on verra plus tard. Vous avez la taille de chacune de ces sections? La section texte, 25 octets. Okay. Donc on remarque que le linker script n'a pas changé la taille du code. D'accord?
Je parle bien du code. La section raw data, 4 octets, data, 4 octets, et BSS, 4 octets. Ok. Que contiennent les sections data et raw data? Ok, c'est pas facile à voir là-dessus. J'ai sûrement dû oublier une commande quand j'ai refait le sujet. Si je fais l'option Object-S, qu'est-ce que j'observe? J'observe le contenu binaire de mon fichier exécutable. Donc je vois, par exemple, la section texte, 55 89 E5 E8 07 000, ça correspond à quoi? C'est quoi tout ça là? Bon. C'est quoi tout ça? Dans la section .text, on a dit que c'était quoi? Le code. Ok. Et je le confirme. Hein. À cette adresse-là, 0804 80 94, 0804 80 94, c'est le code de ma fonction start. Ok. Donc tout ce qui est dans .text là, ici, c'est le code binaire de vos instructions. Ok. Donc ça ne change pas. Autre chose, alors je vais en profiter pour marquer, enfin pour vous afficher le LO.C quand même en même temps. J'ai deux autres sections, la section raw data et la section data. Quelle est la taille de ma section raw data? On l'a dit tout à l'heure. 4 octets. Ok. Les octets, ils sont ici. Ok. Et là, du coup, est-ce qu'il y a un tilt qui se fait entre la partie haute de mon écran et la partie basse de mon écran où il y a le fichier C? Je vous mets l'impression. C'est quoi la valeur qui est stockée dans raw data? Ouais. C'est la valeur 2 qui est stockée ici. La valeur 2 de quelle constante? C'est. Est-ce que c'est cohérent? Pourquoi c'est cohérent? C'est une constante. Donc elle est en read-only, donc elle est dans raw data. Ok. Et dans section data, on a quoi? On a quelle valeur? La valeur 1 qui correspond à la variable B et qui n'est pas dans la même section, elle n'est pas dans raw data. Pourquoi? Parce que B est une variable, ce n'est pas une constante. Ok. Donc ces informations-là, pour les variables globales, c'est stocké dans le fichier exécutable. Comme ça, le contenu sera toujours accessible et on pourra le modifier éventuellement si on a le droit, ou ne pas le modifier. Mais en tout cas, il sera toujours accessible par n'importe quelle fonction. Ok? Ouais. Alors le A, il est où? On avait combien de sections qui étaient affichées tout à l'heure? 4. Texte, raw data, data et BSS. Ok. Effectivement, là, il y a une section qui n'apparaît pas, mais qui est bien présente. Hein. Elle est bien présente parce que c'est indiqué par là. Elle fait bien 4 octets. Et effectivement, on a 4 octets qui sont réservés pour A, mais qui ne sont pas affectés. Pourquoi? Parce que A n'est pas initialisé. Ok. Et en fait, la différence entre BSS et data, elle est là. BSS et data, c'est la même chose, sauf que pour data, c'est des variables initialisées, et pour BSS, des variables non initialisées. Ok. Et pareil, à la limite, si je fais un petit xdump pour essayer de voir le contenu du fichier binaire, peut-être que je peux retrouver mes constantes à l'intérieur. Il faudrait que je regarde. C'est quoi les adresses qu'on avait tout à l'heure? 80, enfin 08, 04, 80, B0. Et ben non, je vois pas ça là. Tant pis. Ok. Donc du coup, que contiennent les sections data et raw data? On vient de le dire, data contient quoi? La variable B, et de manière plus générale, les variables globales initialisées. Raw data contient quoi? Quelle variable? La variable s'appelle C, et de manière plus générale, les constantes globales.
qui elles du coup sont initialisées, hein, forcément. Parce qu'une constante est non initialisée, ça n'a pas de sens, puisque vous ne pourrez pas la modifier plus tard. Et par élimination, on se trouve la variable A dans la section BSS. Okay. Et tout ça, en fait, sur le schéma, bah, ça devient presque facile à placer. Comme on m'a posé la question tout à l'heure, je reviens dessus. Elle est stockée sur combien d'octets la variable la variable B, par exemple 2 octets? Pourquoi 2 octets? Ok, du coup, c'est pas 2. Un int, c'est combien? 4 octets. Ok. 1 octet, 2 octets, 3 octets, 4 octets. Mais là, du coup, c'est pas la valeur 2 qui est marquée. C'est la valeur, je sais pas moi, 2 millions. Ouais. Parce que c'est trié par octet le plus faible, effectivement. Ce qu'on appelle le Little Indian, qu'on a vu tout à l'heure, hein, si je refais un readelf du fichier readelf-h de bin hello, mon fichier est stocké en Little Indian, petit boutisme, donc je commence par stocker l'octet de poids faible. Et donc c'est bien la valeur 00000002 qui est stockée, sauf que je commence par l'octet de poids faible. Ok. Et c'est pareil pour data d'ailleurs. 00000001 qui est stocké. Yes? Alors du coup, on a réduit un petit peu la taille du fichier, hein, normalement, par rapport à tout à l'heure. Là, ceux qui n'avaient pas pareil, je vous laisse me confirmer qu'on a un truc un petit peu plus léger que tout à l'heure. On est à 760 octets. C'est pas mal. Et on peut pousser encore un petit peu le vis. Alors, comment on va pousser le vis? Vous voyez le fichier là qui est sur votre droite? Le fichier qui est à droite, on a un en-tête qui est ici, qui va nous donner pas mal d'informations. On a le texte qui contient quoi? La section .text. Ouais, désolé, je répète, mais faut que ça rentre. Le code, merci. La section raw data qui contient les constantes, la section data qui contient les variables globales initialisées, BSS qui contient les variables locales globales non initialisées. Et ensuite, on a des sections, une table des sections et d'autres champs du fichier elf qui ne sont pas forcément utiles et dont on va pouvoir se débarrasser. Et ça, on s'en débarrasse en faisant un strip. Donc là, j'ai mon fichier hello qui fait 760 octets. J'applique strip par-dessus. Et je regarde encore à nouveau la taille de mon fichier. Et mon fichier, cette fois-ci, fait 460 octets. On vient d'enlever 300 octets, à peu près. Non, exactement. 300 octets qui correspondent aux tables notamment. Et dans les tables, il y a notamment la table des symboles. Rappelez-vous, elle fait quoi la table des symboles? Elle associe des noms et des adresses, des labels et des adresses. Okay. Une fois que mon exécutable est généré, cette table-là, je m'en fiche, j'en ai plus besoin, puisque j'ai plus personne qui a travaillé avec. C'est un genre d'annuaire, hein, la table des symboles. J'en ai plus besoin, donc je peux la virer. Et en la virant, eh ben, notamment, je gagne 300 octets entre là et avant. Ok. Toc, toc, et là on est bon. Est-ce que le fichier il est toujours exécutable? Je lance l'exécution. J'ai pas d'erreur à l'exécution. Donc mon fichier est toujours exécutable. Ok. Donc pour synthétiser ce qu'on a fait, donc la semaine dernière, on avait traité les 3 premiers étages de la chaîne de compilation. Et là, on a géré le tout dernier. Et on a vu que le dernier, il est un petit peu complexe quand même. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris uniquement les fichiers de startup qui nous intéressaient. C'est-à-dire, on a viré ceux de base de GCC et on a mis le nôtre. Et pareil, le Incascript, on a viré celui de base de GCC et on a mis le nôtre. Ce qui nous a permis de générer un exécutable minimaliste. Okay, mais fonctionnel. Vous avez là, vous êtes en train d'exécuter un des programmes les plus courts possibles, les plus petits possibles, qui soient exécutables sur machine Intel. Ok, il ne sert à rien, puisqu'il ne fait rien. Mais il fonctionne. Ouais. Est-ce que le
Le dernier nettoyage, le strip, n'est pas réversible. C'est-à-dire qu'une fois que vous l'avez fait, vous ne pouvez pas le défaire. C'est utilisé notamment pour réduire un petit peu la taille des exécutables, mais comme on enlève aussi les informations de table de symboles, donc c'est-à-dire la correspondance entre des adresses et des noms, tout ça, ça permet aussi de limiter les tentatives de rétro-engineering. Donc voilà, il y a des choses aussi un petit peu comme ça qui sont faites avec le C. Question ? Ok.